Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de l'actualité. Et cette actualité, bien évidemment, ce sont les élections présidentielles en France. Et peut-être que certains des messages que nous allons transmettre, que nous allons évoquer, pourront aider pour d'autres élections ou d'autres pays. Dans la mesure où ils s'appuient sur des valeurs qui sont des valeurs universelles, des valeurs concrètes, des principes concrets que nous allons voir ensemble. Aujourd'hui, l'électorat souhaite écouter un langage de conscience collective, un langage qui lui parle vraiment, un langage simple qui répond à la fois aux problèmes de la vie quotidienne et surtout qui leur donne un sens, qui donne un sens à la vie. Et cela s'applique dans tous les domaines. Dans le domaine familial, dans le domaine de la paix conjugale, de l'éducation des enfants, de la subsistance, du bien-être émotionnel. Et il y a une attente aujourd'hui de la part des politiques d'un discours authentique, vrai, qui fait peut-être cette transition civilisationnelle que nous attendons, que les citoyens attendent, que l'électorat attend. Peut-être une des leçons de ces 2 dernières années sont que certains modèles qui s'appuient essentiellement sur le matériel, qui s'appuient essentiellement sur la puissance, ces modèles-là n'ont pas fonctionné et n'ont pas pu apporter des solutions. Nous allons parler de manière très délicate, dans la mesure où les gens ont été un petit peu choqués par ce qui s'est passé, mais nous avons développé des systèmes, que ce soit des systèmes militaires, des systèmes économiques, parfois des systèmes intellectuels, et nous avons vu que ces systèmes n'ont pas fonctionné. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu apporter des solutions à un problème sanitaire dont nous sortons aujourd'hui. Et en fait, il y a aujourd'hui la recherche de sens, de conscience collective, d'un message qui soit authentique, profond. Et il est bien évident que à partir du moment où les bases, les fondements sont bâtis de manière saine, alors leur traduction matérielle, leur traduction dans la vie politique, dans la vie de gouvernance, dans la vie familiale est plus appropriée, plus adéquate. Nous allons expliquer. C'est vrai, peut-être qu'il faut une armée, il faut des bourses, il faut des marchés financiers, il faut une activité économique, des entreprises, il faut des universités, il faut une vie culturelle. Mais pour que cela se passe, pour que ces éléments apportent des solutions véritables, nous devons construire des fondements de conscience collective qui sont authentiques, vrais, sains et qui parlent aux gens. Un véritable langage, un langage de sens, de signification. Et nous allons peut-être évoquer, partir de situations concrètes pour arriver à la fin au cœur du message. Nous allons parler premièrement de la paix conjugale. Le rôle de la femme est un rôle qui est très stéréotypé, qui est très superficiel. La femme, ce n'est pas seulement un mannequin de 21 ans qui pose dans un magazine de Vogue. La femme, c'est quelqu'un qui nous aide à construire notre famille, qui doit être respectée, car sa vitalité, c'est son honneur. Et la femme, ce n'est pas la beauté. La femme, c'est l'intuition féminine. C'est une intelligence qui permet de saisir l'ensemble des éléments. C'est-à-dire que l'homme apportera certains des éléments, il apportera, et la femme pourra saisir, la vérité. La femme a une simplicité dans ses conceptions, et la simplicité, c'est le fait de ne pas compliquer les choses, le fait de ne pas créer des systèmes pour montrer une certaine brillance. La femme a une intuition qui aide l'homme à surmonter parfois des épreuves très difficiles, parce que la femme a en général la confiance. Elle a une confiance dans le Créateur, elle a une confiance dans la vie, et elle saisit la vérité, parfois mieux que l'homme. Lorsqu'on dit qu'il y a derrière les grands hommes des épouses remarquables et que ces épouses restent dans l'ombre, c'est la vérité. C'est la vérité. Et alors, ce qui est vrai au niveau de nos dirigeants est vrai également pour chacun d'entre nous. La femme doit premièrement être respectée.
même si elle fait des erreurs et des maladresses, dans la mesure où elle tire sa force de l'honneur que lui donne son mari, eh bien nous ne ferons pas de remarques, de critiques, de reproches, même lorsqu'il y a des erreurs, même lorsque les choses ne nous conviennent pas, ne nous plaisent pas. Car faire des remarques peut aboutir à abîmer l'âme de la femme et à lui retirer sa vitalité. Donc ça, c'est peut-être un des premiers aspects. Il est évident que ce principe fondamental doit être traduit ensuite, peut-être par nos dirigeants, dans des mesures de gouvernance publique qui soient adéquates. Mais en tout cas, il est important de connaître ce principe fondamental qui s'applique à tous les hommes. Bien sûr aux Français les membres de la gouvernance, des membres du gouvernement, des ministres, des personnes influentes, des personnes d'opinion, mais également à toutes les familles, aux classes moyennes, classes supérieures, aux ouvriers, à tout le monde. Le deuxième aspect, c'est que la femme doit être renforcée par son mari. La femme attend de pouvoir soulager, de pouvoir partager ses difficultés avec son mari, qu'il l'écoute, qui l'apaise, qui la réconforte, et parfois le soutien est essentiellement un soutien émotionnel, un soutien d'identification. C'est-à-dire que je ne cherche pas à apporter des solutions rationnelles, car ça c'est plutôt l'apanage de l'homme, mais je participe, je comprends, nous en tant que mari, nous apportons ce soutien affectif, cette aide véritable, cette écoute, cette compréhension, cet échange que la femme attend. Et ces deux éléments sont des éléments très importants à tel point que une femme qui n'a pas ce réconfort, ce renforcement, ce soutien, peut se dire, même après de nombreuses années de mariage, que le mariage n'a aucune signification pour elle et ne lui apporte pas ce qu'elle attend. Le troisième point dans la paix conjugale, c'est la fidélité. Une femme veut être pour son mari sa seule épouse, son épouse fidèle, la seule femme de sa vie. Et dans nos sociétés, parfois dans les sociétés occidentales, nous oublions cet élément. Il suffit de poser à chacune de nos épouses la question de savoir si elle supporterait que nous regardions dans la rue une jeune fille de 28 ans qui porte une mini-jupe, et vous verrez qu'il n'y a rien qui blesse la femme plus que cela. La fidélité conjugale, ce n'est pas une valeur conservatrice, ce n'est pas du révisionnisme. La fidélité conjugale, c'est la base, le fondement d'une vie familiale réussie. Dans nos sociétés, parfois, les gens souhaitent faire ce qu'ils veulent, mais le monde a des règles. Le monde a des règles et le taux de divorce aujourd'hui dans les sociétés occidentales qui avoisine les 50% montre qu'il y a une attente d'après des femmes et que ces attentes ne sont pas, je ne sais pas respectées, mais que les maris ne sont pas à hauteur des attentes des femmes. Et c'est dommage parce que si nous apprenons les règles de fonctionnement d'un couple, qui sont en fait très très simples, comme nous l'avons vu, eh bien nous pouvons réussir notre mariage, rendre notre femme véritablement heureuse et éviter ces divorces. Les divorces ont également un coût en matière de gouvernance. Ils ont un coût au niveau du bien-être émotionnel des enfants. Ils ont un coût social. Ils ont un prix au niveau de la stabilité de la carrière du mari. Et donc, si nous appliquons ces trois fondements qui sont de respecter sa femme, de la renforcer et de lui être fidèle, eh bien, en fait, nous construisons à travers nos familles également les bases de nos sociétés. Et en matière de gouvernance publique, nous construisons mieux nos pays, nos régions, nos villes, parce que nous évitons des situations de crise, nous évitons les violences conjugales, nous évitons des cas d'assistance sociale, nous pérennisons la réussite scolaire, la réussite universitaire, nous créons des gens équilibrés, des gens qui vont réussir leur vie, qui n'ont pas des cicatrices de l'enfance qu'il faudra réparer par la suite. Et donc, à travers cette construction de la famille par la paix conjugale, nous construisons nos sociétés, nos communautés de manière beaucoup plus saine, beaucoup plus authentique, beaucoup plus vraie. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'éducation des enfants. Et là aussi, trois principes.
3 principes qui sont des principes fondamentaux que l'on peut traduire par la suite par des actions de gouvernance publique, mais en sachant les fondements, eh bien, nous bâtirons nos familles, nos communautés, nos sociétés de manière plus saine. Le premier principe, c'est que l'éducation s'appuie essentiellement sur le modèle parental. Un enfant regarde avant tout son père et sa mère, et lorsque les qualités, il va essayer d'imiter, d'apprendre, d'intégrer les qualités de ses parents. Et donc on voit qu'une partie de l'éducation n'est pas de réprimander l'enfant, ou de le contrôler, ou de créer une discipline, mais de s'éduquer nous-mêmes. C'est-à-dire que si nous, en tant que parents, nous cultivons nos qualités, nous apprenons à ne pas être en colère, nous apprenons à avoir une certaine rigueur dans certains domaines, à être joyeux, à faire face aux épreuves dans la sérénité, dans la tranquillité d'esprit, si nous apprenons à réjouir l'autre, à ne pas être égoïste, si nous montrons que nous avons besoin d'une vie culturelle, d'une vie spirituelle, et que notre but dans notre vie n'est pas seulement l'accumulation de richesses matérielles, eh bien, ces qualités, les qualités de patience, de joie, le fait d'être content de soi, malgré nos petits défauts, eh bien, ces qualités transparaissent et sont apprises ensuite par nos enfants, et c'est le premier jalon de l'éducation réussie. À savoir que l'enfant s'appuie sur le modèle parental, sur les qualités de ses parents, et donc éduquer ses enfants, c'est d'abord s'éduquer soi-même. La deuxième qualité, c'est la qualité d'amour. Aujourd'hui, dans notre génération, les enfants ont besoin d'amour, ont besoin d'écoute, ont besoin d'être renforcés, et non pas peut-être d'être humiliés, d'être réprimandés, d'être critiqués, ils ont besoin d'être encouragés, que l'on voit chez son enfant ses points positifs, ses qualités, qu'on les renforce, qu'on le motive, qu'on l'encourage, qu'on ait la patience de tolérer certaines maladresses et que nous attendions, que nous nous réjouissions et que nous lui fassions des compliments pour chaque petite avancée, chaque petite réussite. Un petit peu comme une sorte de coaching de ces enfants, un encouragement, voir le positif, pas seulement la discipline. Ça, ce sont des concepts qui appartenaient aux générations précédentes. Notre génération, nos enfants ont besoin d'amour. Le troisième point, c'est la foi. C'est vrai, dans nos sociétés, nous avons des cicatrices qui datent probablement de la période précédant la Révolution française. Et aujourd'hui, nous devons les dépasser. Nous devons nous dire que le monde attend la spiritualité. La spiritualité, c'est par exemple le monde culturel. La culture, c'est la spiritualité. Les sentiments, c'est la spiritualité. Les qualités humaines, c'est la spiritualité. Et nous devons dépasser un certain dogmatisme, une certaine rigidité d'esprit, faire cette révolution, faire ce changement de paradigme, dépasser des réactions, des modes de pensée dont nous avons vu pendant ces dernières années qu'ils n'apportent pas de solution. Or, la foi apporte la solution dans la mesure où le Créateur nous a créés, nous ne sommes que des créatures, et en même temps, le Créateur nous donne tous les moyens d'accomplir notre mission dans la vie. Nous donne les moyens matériels, les moyens spirituels, les moyens financiers, les moyens émotionnels, nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et 80% de la population aujourd'hui mondiale est religieuse, en ce sens qu'elle a la notion de prière, elle a la notion de spiritualité. 80%, c'est plus de 5 milliards de personnes, 5,6 milliards de personnes. Donc, c'est la majorité, la très très grande majorité. Et nous voyons également en France que se développe la méditation à travers le site Petit Bambou. Il y a de plus en plus de gens qui font la méditation. Il y a 12% des Américains qui pratiquent la méditation, c'est 36 millions de personnes. Vous avez 47% de la population américaine qui prie tous les jours, c'est 150 millions de personnes. 97% des Nigériens prient chaque jour, c'est près de 100 millions de personnes. Donc vous voyez que nous voyons qu'aujourd'hui, les gens recherchent la spiritualité, recherchent la prière,
ressentent nos dirigeants également. Nos dirigeants sont venus dans des lieux, nous allons le citer, nous allons le citer. Le président Macron est venu donc pour la première fois, s'agissant d'un président de la République française, au mur occidental à Jérusalem. Et il y avait une très très grande émotion. Et il a ressenti, Monsieur le Président a ressenti la sainteté et l'histoire. Il a donc ressenti la spiritualité. Monsieur Larcher, le président du Sénat, est également venu il y a quelques années. Il est venu parce qu'il a eu une reconnaissance pour les valeurs spirituelles juives. Ces valeurs il y a des valeurs universelles, c'est-à-dire que ce sont des valeurs qui figurent dans la Bible, mais elles s'appliquent à l'ensemble de l'humanité. Et également, il y avait une très grande émotion, un très grand respect, un très grand amour, un amour sain, un amour une sensation de tranquillité d'esprit, une authenticité, une vérité que ressentent nos dirigeants. Vous avez également ce discours du 15 septembre, le discours sur l'état de l'Union de Madame von der Leyen, qui également est un discours extrêmement spirituel. C'est un discours qui parle de l'introspection, tant au niveau de la valeur familiale, des valeurs et des valeurs collectives. C'est un discours qui nous invite à renforcer l'âme de l'Europe, et l'âme, c'est une valeur spirituelle. C'est un discours qui parle des épreuves, qui dit qu'à partir du moment où nous réussissons nos épreuves, alors notre âme brille. C'est donc un discours, un langage qui est spirituel. Nous l'avons vu également il y a quelques jours par le discours de Monsieur le Président du Conseil européen, Monsieur Charles Michel à Sciences Po à Paris, qui a parlé également du spirituel. Nous comprenons que malgré les différends, malgré les très très grandes tensions diplomatiques, il y a une recherche du spirituel par tous les pays du monde. Et il y a eu également chez M. Charles Michel une réflexion personnelle sur le rôle de l'Europe, sur l'importance de l'histoire, sur la notion de liberté fondamentale, non pas comme un outil de domination politique, mais comme un outil d'épanouissement de la conscience collective. Donc nous voyons chez nos dirigeants, Monsieur le Président de la République française, Monsieur Macron, la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, Monsieur Charles Michel, le président du Conseil européen. Nous le voyons également chez les présidents des États-Unis. Le précédent président qui a dit que sans l'aide du Créateur, nous ne pouvons pas réussir, qui faisait des journées de prière, des journées nationales de prière tous les mois. Et cette tradition a été un petit peu suivie par le président Biden. Il y a ce petit déjeuner dans lequel il a parlé de l'importance de la foi, et l'importance de la foi, non pas seulement au niveau personnel, mais notre rôle de diffusion de la foi, de diffuser la conscience collective, de diffuser des valeurs concrètes, des valeurs authentiques. Et bien évidemment, nous parlons souvent de ce best-seller international, Le Jardin universel de la foi, parce qu'il contient l'ensemble des valeurs dont le monde a besoin aujourd'hui. Et il parle dans un langage simple, un langage qui peut également évoquer chez notre électorat, chez les citoyens, un langage, une parole vraie, une parole qui parle vraiment. Nous excusons pour la répétition, mais c'est cette authenticité, c'est ce que recherche aujourd'hui le peuple français et les Françaises. Et nous le voyons, et nous allons vous le révéler peut-être, ce livre-là, Le Jardin universel de la foi, a été envoyé à nos dirigeants, et nous voyons aujourd'hui une réponse positive. Nous voyons donc, comme nous en avions parlé, des chambres de méditation aux Nations Unies, à New York et à Rome. Nous voyons que ce secrétaire général des Nations Unies a pratiqué la méditation personnelle pendant toute sa carrière et a eu cette carrière merveilleuse qui a été reconnue par les grands dirigeants mondiaux, le président Kennedy. Nous voyons donc que la spiritualité, c'est la parole qu'attendent aujourd'hui les citoyens du monde, et tout est disponible. Il y a ce livre, il y a des vidéos, il y a des articles. Il y a des exemples, des gens qui ont déjà lu ces livres. Il y a le garde des Sceaux, le précédent garde des Sceaux en France. Et très souvent, après avoir lu ce livre, lorsque nous commençons à pratiquer cette prière personnelle, lorsque nous demandons l'aide du Créateur, eh bien nous réussissons dans notre domaine. Il est intéressant de voir qu'après que le Jardin universel de la foi a été envoyé à un professeur Belloubet, eh bien, une réforme constitutionnelle a été proposée. Donc nous voyons que la spiritualité nous permet de réussir. Et donc nous pouvons avoir ce courage aujourd'hui de se dire, rejoignons
ce courant, rejoignons ce nouveau paradigme qui en fait existe depuis la Bible, depuis l'époque, depuis le début des temps, et profitons de ces ressources, profitons de cette abondance, profitons de cette tranquillité d'esprit, de cette satisfaction, de cette ouverture vers autrui, de cette tolérance, de cette patience. Profitons de ces qualités que la spiritualité nous donne et qui nous permettront de réussir par la suite, tant au niveau personnel qu'au niveau familial, mais également dans nos collectivités, dans nos sociétés, dans nos espaces géopolitiques, et de réussir également dans notre vie politique, dans notre vie de gouvernance publique. Alors aujourd'hui, ayons ce courage et ensemble, avec les spiritualités, avec la foi dans le Créateur, réussissons. À bientôt et bon courage.